Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents avec nous ce matin. Donc on va avoir une petite heure ensemble pour évoquer la question du télétravail et notamment des compétences techniques et comportementales. Donc je suis Fabien Rau, je dirige Rhizome, qui est la plateforme d'innovation dédiée à la transformation RH et l'employabilité de l'agence Paris Semco. Et pour parler de ces sujets avec nous aujourd'hui, nous accueillons donc trois intervenants. Stéphanie Fraisse, qui est la VP Global Talent Management de Blablacar, Vincent Lebuntel, qui est CEO et cofondateur de la startup Boosters, et Gaëtan Delavilliers, qui est cofondateur de Cogix, lui-même docteur en neurosciences. Donc, sur le déroulé de ce webinaire, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir un premier temps, effectivement, de tour de table pour que les participants puissent se présenter. Puis chacun va rentrer un peu dans le détail de ces sujets avec son prisme. Stéphanie en tant que DRH, Vincent sous l'angle des compétences techniques avec son approche, et puis Gaëtan sur le côté plutôt compétences comportementales. On gardera du temps à la fin pour toutes les questions que vous pourrez avoir. Donc sur le fonctionnement et le déroulé, ce que je vous invite à faire, c'est à utiliser le module de chat au moment où vous avez une question, et on prendra les questions une par une à la fin. Donc n'hésitez pas à poser des questions pendant, et on y répondra à la fin. Donc, sans plus attendre, on va démarrer par ce petit tour de table pour faire un peu connaissance avec nos intervenants. On va démarrer du coup par toi, Gaëtan. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que fait Cogix et comment est-ce que vous avez vécu le télétravail? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Nous, on est une agence de conseil en sciences cognitives, donc on accompagne les organisations et les individus qui les composent à l'amélioration des modes de travail sous l'angle des connaissances sur le fonctionnement du cerveau et du comportement humain. Donc, comme beaucoup d'activités de conseil, on a une partie de notre activité qui se fait généralement chez les clients au sein des entreprises. Donc, celle-là, elle a été de fait arrêtée, en tout cas sous un format présentiel dès le début du confinement. Et le reste de notre activité se faisait avant au bureau et a pu se faire à distance très, très facilement, puisqu'il s'agit de lire de la littérature scientifique, de produire des rapports. Donc ça ne posait pas trop de problèmes. Et sur le côté accompagnement, on a dû très vite s'adapter, proposer comme beaucoup des contenus à distance. Et ce qu'on a vu, c'est que finalement, je pense comme pas mal d'organisations, on arrivait à être efficace. On a pu continuer à accompagner nos clients sur les problématiques anciennes, mais surtout sur les nouvelles dont on va parler ce matin. Et donc, on a eu une efficacité égale, voire accrue à certains moments, puisque je pense que beaucoup l'ont remarqué, quand on est chez soi, sauf pour ceux et celles qui ont des enfants à domicile, mais sinon les conditions peuvent être parfois encore plus optimales qu'au travail. Mais par contre, et c'est un sujet je pense qu'on abordera par la suite, on était assez satisfait de la fin du confinement pour retrouver à la fois les clients, même si ça prend un peu plus de temps, et surtout retrouver un lien social au sein de l'équipe. Merci Gaëtan. Peut-être Vincent, toi de ton côté, nous parler un petit peu de qui vous êtes et comment ça s'est passé chez vous. Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Chez Boosters, en fait, on a une mission qui est celle d'accompagner la transformation des entreprises. Et donc, notre rôle, ça va être d'être aux côtés des DRH et des dirigeants pour les aider à comprendre comment évoluent les métiers au sein de leur organisation et quel est l'impact sur leurs effectifs. Et pour ça, ensuite, on va les accompagner sur les plans d'action à mettre en œuvre, que ce soit sur du reclassement, sur de la mobilité interne, sur des programmes de formation. Et on fait ça essentiellement avec deux clés de lecture. La première, c'est qu'on a une approche par le prisme des compétences. Et la seconde, c'est qu'on gère ça via la donnée. Donc ça, c'est vraiment notre métier. Et puis, à propos du confinement, pour nous, je ne vais pas dire que ça s'est fait de façon naturelle, mais on était déjà habitués à travailler de cette façon, à télétravailler. On a des populations qui s'y prêtent très bien, puisque l'essentiel de nos effectifs sont des data scientists, sont des développeurs, des designers ou des personnes au marketing. Donc c'était quelque chose qui était relativement
habituel chez nous. Et donc, l'enjeu principal pour nous, ça a été surtout de pérenniser et reproduire nos rituels, mais à distance. Merci Vincent. Et vous êtes combien du coup au sein de Boosters? Aujourd'hui, on est 20. D'accord. Donc effectivement, CoGX, vous êtes 5, Boosters, vous êtes 20. Et puis du coup, pour terminer ce tour de table, Stéphanie, du coup, vous êtes un peu plus nombreux au sein de Blablacar? Oui, un petit peu. On est 750 dans le monde, avec une grosse composante en France en particulier, mais on a également une deuxième grosse implantation en Russie. Et on est également implanté au Brésil, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Et donc, en effet, on a dû accompagner la mise au télétravail de ces 750 personnes. Merci. Et donc, du coup, je vais te passer la parole pour la suite. Peut-être remettre un peu de contexte sur ce qu'est Blablacar, même si j'imagine que tout le monde vous connaît. Et, oui. Puis toi aussi, ton parcours. Bien sûr. Donc, en fait, Blablacar, effectivement, c'est une plateforme qui commence à être assez connue en France, hein, qui, à la base, était une plateforme de ce qu'on appelle de carpooling, de covoiturage, qui donc met en connexion des conducteurs et des passagers pour des trajets aussi bien longue distance, mais aussi potentiellement sur des trajets maintenant depuis son domicile jusqu'à son lieu de travail. Mais Blablacar s'est aussi diversifié dans le bus, puisque nous avons racheté l'ancienne plateforme de la SNCF qui est Ouibus, et on a une activité similaire maintenant dans l'ensemble des pays, donc comme je le disais en particulier en Russie. Et donc notre objectif en fait c'est d'optimiser les routes de façon à mutualiser les moyens de transport sur ces routes. On a récemment aussi fait un partenariat sur de la micromobilité avec une entreprise qui propose des services de trottinettes électriques au sein des villes. Donc notre enjeu est vraiment d'occuper la mobilité dans toutes ces composantes. Voilà. En ce qui me concerne plus particulièrement, j'ai rejoint Blablacar début mars. Donc j'ai eu 2 petites semaines pour faire connaissance avec mes nouveaux collègues et mon entreprise avant d'être moi-même confinée. Et j'étais auparavant DRH de Dailymotion, voilà, pendant 3 ans et demi. Alors, je peux peut-être enchaîner avec notre retour d'expérience. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a dû mettre au télétravail 750 personnes avec des profils assez différents. En fait, Blablacar est une entreprise qui est composée d'à peu près 35 à 40% d'équipes dites tech et produits, pour qui, du coup, effectivement, les habitudes de télétravail étaient déjà existantes. Et donc, ça a été sans doute plus facile pour eux, même si on a eu des situations très diverses. Pour le reste de nos équipes, les autres 35 à 40%, là, il s'est agi plutôt de les amener vers une activité partielle, puisque notre activité s'est tout simplement arrêtée. Du jour au lendemain, on a fermé tous les pays les uns derrière les autres. Et puis, nous avions toutes les équipes plus centrales, marketing, fonction support, qui, elles, ont été en activité plus ou moins partielle. Alors, comment on a fait ça? On a d'abord commencé par recenser l'ensemble de ce qu'on a appelé les tips pour un télétravail réussi. On a d'ailleurs édité un document qu'on a publié sur notre page LinkedIn. Si certains veulent s'y référer, en fait, notre enjeu était de regrouper au sein d'un même document toutes les bonnes pratiques pour un télétravail réussi. J'en ai recensé 4 essentiellement là sur cette page. La première, c'est évidemment les conditions de travail, parce que ça commence par ça. Les conditions de travail, c'est des choses très basiques, comme avoir une bonne connexion Internet, avoir un espace de travail dans la mesure du possible, parce qu'évidemment, les configurations personnelles des uns et des autres sont diverses. Mais si possible, d'avoir un coin un peu isolé où on peut s'installer correctement, où on peut être tranquille pour pouvoir passer ses appels, participer à des webinaires comme on le fait là. Mais évidemment, c'est pas que ça. Hein. On avait tout un tas de recommandations sur ce qu'on a appelé les do's et les don'ts, pour que les gens sachent un peu de façon uniforme au sein de Blablacar ce qu'on pouvait faire ou ce qu'on ne pouvait pas faire. On s'est attaché en particulier à travailler le lien managérial. C'était important pour nous que les managers puissent en premier lieu être accompagnés avec notre support, mais aussi accompagner leurs équipes dans l'ensemble des composantes du travail au quotidien. Donc, ça passait aussi bien par les routines quotidiennes,
l'organisation des réunions d'équipe, le suivi des projets, s'assurer que le lien au sein de l'équipe continuait à exister, qu'il y avait de l'engagement au sein de l'équipe, qu'il y avait des partages de bonnes pratiques, des partages de savoir, de savoir-faire. On a l'une de nos valeurs chez Blablacar, c'est Share More, Learn More, donc c'était important pour nous que celle-ci puisse continuer. S'assurer que les membres de l'équipe n'étaient pas isolés. Et donc être dans ce mode en fait de feedback permanent. S'assurer d'une culture de l'écrit, on y reviendra pour la suite, c'est très important quand tout le monde est en situation de télétravail, que cette culture de l'écrit existe et que tout puisse être documenté. C'est ce qui aide aussi sur la gestion de la performance, s'assurer que tout le monde avait des objectifs qui étaient clairement établis, factualisés, observables, mesurables, avec des délais dans le temps. Et pour nous, c'était important que tout ceci puisse passer par les managers. Voilà, globalement, sur l'aspect managérial, c'est essentiellement ce dont on s'est assuré. En ce qui concerne le développement, on ne l'a pas fait tout de suite, mais c'était important pour nous que pendant cette période, nos salariés puissent continuer à se former. Donc, on a attaché pas mal d'importance à ça. On a utilisé d'ailleurs les subventions que nous a accordées l'État pour ce faire, puisqu'il y a un certain nombre de formations qui ont pu être prises en charge. Et donc là, on a au départ été très ouvert sur les formations qu'on pouvait proposer, qui pour la plupart d'ailleurs ont été mises en ligne par beaucoup de plateformes qui ont converti leurs contenus en des contenus digitaux. Et donc, on s'est attaché au départ à avoir quelque chose d'assez large. Et ensuite, à partir des besoins que nous avions recensés en début d'année, des besoins en formation individuelle, on a poussé des contenus plus spécifiques en lien avec les besoins de nos collaborateurs et d'ailleurs en particulier auprès des managers sur comment manager à distance, comment accompagner le lien, comment gérer son temps. Donc, on a poussé un certain nombre de contenus à nos collaborateurs et à nos managers pour qu'ils puissent, pendant ces 3 mois, proactivement, de leur propre initiative, bénéficier de ces programmes pour continuer à se développer. Et enfin, le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est le lien social et comment maintenir notre culture et engagement. Alors, c'est passé par beaucoup de choses très diverses. On a, comme beaucoup d'entreprises, organisé des petits déjeuners, des pots en ligne. On s'est aussi attaché à maintenir les rituels que nous avions. Nous avons notamment ce qui s'appelle un Blabla Talk qui a lieu toutes les semaines et qui est une occasion pour des équipes de présenter leur activité, de présenter leur travail. Donc évidemment, on est passé en full digital sur ces formats-là. Et on a aussi organisé, je pense que c'est important de le souligner, on s'est longuement posé la question, on avait un hackathon qui était prévu et qu'on a décidé de maintenir. On a donc fait un hackathon 100% digital pendant 48 heures qui a mobilisé 150 personnes, monde, parce qu'on a aussi eu beaucoup de nos salariés de Russie qui ont participé, parce qu'on a des équipes de développement là-bas. Et un des projets qui a émergé et qui a donné lieu à une commercialisation d'un service s'appelle Blabla Help. L'objectif était d'utiliser en fait notre communauté de membres, de clients, on les appelle les membres, pour proposer leurs services à des gens qui en auraient besoin pour aller faire des petites courses et rendre des petits services. Il y a beaucoup de projets de ce type-là qui se sont développés et on a souhaité mettre à profit notre communauté pour proposer ce service-là à des gens qui en auraient besoin. Voilà. Et donc ce service Blabla Help est né de ce hackathon et est un service qui est désormais disponible pour tout le monde. Et donc ça a été un moment assez fort d'engagement et de fédération de nos collaborateurs sur une communauté de travail au sein de Blablacar. Voilà, quelques retours d'expérience. Alors évidemment, il y a eu des hauts et des bas, on l'a vu pendant toute la période, mais on a tâché d'accompagner ça du mieux possible et je reviendrai un petit peu plus tard en fin de présentation sur une enquête que nous avons fait pour comprendre comment s'était passé ce télétravail forcé, comment ça avait été vécu par nos collaborateurs.
Merci Stéphanie pour cette première partie de témoignage. Alors du coup, il y a certains métiers qui se prêtent mieux que d'autres au télétravail aujourd'hui. Peut-être pour réagir là-dessus, peut-être nous dire quels sont selon toi les métiers qui sont les mieux prêtés. Et puis Vincent pourra rebondir aussi. Donc effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une communauté de développeurs, enfin de profils de type développeur qui représentent 35 à 40% de nos effectifs. Ça a été assez, on va dire, intuitif pour eux. Ils ont des outils et des méthodologies de travail qui sont propices à ça. Donc je pense que ça a été assez intuitif et évident pour eux, même si évidemment toutes les précautions que j'ai évoquées s'appliquent. Mais ce sont en effet des populations qui avaient l'habitude de travailler comme ça et qui pratiquaient le télétravail de façon occasionnelle. Pour le reste de nos équipes, ça a évidemment été un peu plus, on va dire, je ne vais pas dire compliqué, mais en tout cas, ça a été moins évident. C'est pour ça qu'on s'est attaché à les accompagner le plus possible pour répondre à leurs questions. Je reviendrai dans le cadre de l'enquête sur les difficultés qu'ils ont rencontrées et on se parlera aussi de la suite et quelle est la suite qu'on peut donner au télétravail et comment mettre en place les facteurs clés de succès pour que ça se passe bien pour tout le monde. On a des populations qui sont très opérationnelles et qui accompagnent par exemple les chauffeurs de bus et les sociétés de bus. Donc ça, c'est des métiers qui, par nature, s'opèrent physiquement. Et donc, évidemment, ces gens-là, pour le coup, ont été, eux, en activité partielle quasi totale, nous n'avions plus d'activité. Donc, on voit bien que même au sein de Blablacar, on avait un peu un spectrum de population qui allait du plus évident et du plus facile jusqu'au moins évident et au moins facile. Et évidemment, il faut adapter son approche à toutes ces populations-là. Donc, je crois que Dans Vincent… l'absolu, tous étaient éligibles au télétravail, dans l'absolu. Dans l'absolu, tous étaient éligibles au télétravail, absolument. D'accord. Peut-être du coup, Vincent, tu peux rebondir sur justement, est-ce que tous les métiers sont télétravaillables? C'est effectivement la question à laquelle on a cherché à répondre. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'on a cherché à répondre à cette question? Parce que pour nous, le télétravail, on l'a vécu. C'est à mon sens une véritable lame de fond et c'est quelque chose qui va durablement transformer la façon dont nos organisations opèrent. Mais on voulait effectivement être capable de comprendre quelles étaient les compétences qui étaient effectuables à distance et de facto, quels étaient les métiers qui étaient les plus propices et les moins propices à cet exercice. Et donc, il nous a semblé pour nous important de vouloir capable d'accompagner, de conseiller nos clients sur les potentialités qu'offre un tel mode de travail. Et c'est vrai que des chiffres qui nous ont marqués, c'est de voir que très rapidement, du jour au lendemain, 10 millions de salariés en France se sont retrouvés sous le régime du chômage partiel. 20 millions de personnes ont perdu leur emploi du jour au lendemain aux États-Unis. Et du coup, on s'est interrogé en se disant, mais est-ce que finalement, ils sont au chômage partiel parce qu'ils ne peuvent pas télétravailler, ou est-ce qu'il y a des raisons connexes, et quelle est la part finalement qui peut être possible? Donc, c'est le travail qu'on a cherché à conduire. Et pour répondre à ces questions, on a dû développer une méthodologie. Cette méthodologie, elle a consisté finalement à créer des index. Ces index, finalement, il faut voir ce qu'on a cherché à faire. On a cherché à décomposer comment était constitué un métier. Un métier, c'est finalement une somme de tâches à accomplir, et pour accomplir ces tâches, on doit mobiliser des compétences. Et donc, on a cherché à regarder, pour chacune des compétences au sein de nos bases de données, quelles étaient celles qui étaient transposables à distance et celles qui nécessitaient d'être physiquement présents sur un site pour pouvoir être exercées. Et donc, on a revu pour ça un peu plus de 10 000 compétences. Il faut voir qu'aujourd'hui, on a une base de données, on exploite une ontologie de données métiers et compétences chez Boosters qui va recenser presque 15 000 compétences, mais dans ces compétences, il y a à la fois des compétences techniques, des compétences transverses dites soft et des connaissances. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas inclus l'ensemble de ces données? Parce qu'on s'est dit que finalement, les compétences à la fois soft et les connaissances étaient mobilisables quel que soit l'endroit, le lieu. Et donc, on a voulu s'atteler
véritablement à la compréhension de ce qui était réalisable d'un point de vue compétences intrinsèquement techniques. Et donc, on a regardé pour chacune de ces compétences. Alors, quand je dis qu'on a regardé, on a été bien aidé par la technologie, ça reste notre métier, mais on a regardé chacune de ces compétences et on les a scorées. Et on a eu un premier scoring très binaire, c'est-à-dire que si une compétence peut être utilisée en télétravail, on lui a attribué un score de 1. Si, à contrario, elle requiert d'être présent physiquement sur un site pour pouvoir être mobilisée, on lui a donné le score de 0. Et donc, en faisant ça pour chacune des compétences, on a pu ensuite construire un index de télétravail pour chaque métier. Alors, Vincent, on a une petite question qui peut être utile à ce stade de ton intervention. On nous demande des exemples de compétences pour pouvoir un peu illustrer ce que ça signifie. Tout à fait. Alors, une compétence, à la différence d'une connaissance, commence toujours par un verbe d'action. Ça va être quelque chose d'assez spécifique, d'assez micro. Ça va être, par exemple, effectuer une présentation en ligne. C'est une compétence. Ce qu'on est en train de faire, je suis en train de mobiliser une compétence qui requiert d'être capable d'articuler une histoire. Et donc, chaque métier est composé en moyenne de 16 compétences techniques. Donc ça, encore une fois, c'est une moyenne. Et donc là, si on prend l'exemple d'un métier X ou Y, qui serait composé de 5 compétences A, B, C, D, E, on va être capable de regarder quelles sont les compétences mobilisables à distance. Là, en l'occurrence, dans cet exemple, il y a 3 compétences sur 5 qui sont mobilisables à distance. Donc, la moyenne des compétences mobilisables est de 0,6 pour ce métier-là. Et en fonction de chaque moyenne que l'on obtient, on le multiplie par 100 pour avoir un indice de télétravail que l'on appelle TT de 60. Donc là, ce qui veut dire que dans ce métier théorique, 60% des tâches effectuées sur ce métier peuvent être exercées à distance. Et donc, on se retrouve en regardant plus de 3000 métiers avec des métiers qui vont osciller entre un index 0, c'est-à-dire un métier dont on juge qu'il nécessite impérativement la présence d'un employé sur place, jusqu'à un indice 100, où là, on va considérer que l'intégralité des tâches effectuées dans ce métier peut être effectuée à distance. Et bien sûr, tout l'objet de l'étude, c'est de regarder l'ensemble des métiers avec une certaine granularité de tout ce qui se situe entre 0 et 100. Donc, si on passe maintenant à la slide suivante pour justement voir ce que donne cette étude et ce que l'on en a appris, le premier enseignement, c'est que quand on regarde l'ensemble de ces tâches à effectuer, donc un peu plus de 10 000 compétences à mobiliser, la moitié d'entre elles, exactement 49,5%, peuvent être en fait réalisées à distance. Et donc, on va être capable de classer ensuite les compétences et les métiers en 3 niveaux de faisabilité. Le premier niveau de faisabilité, c'est celui qu'on va appeler le télétravail quasi impossible. Ce sont toutes les compétences et les métiers dont l'indice de télétravail va être inférieur à 20. Donc là, on va retrouver des catégories de compétences qui vont requérir de se rendre sur des lieux spécifiques pour inspecter, pour installer, pour réparer, ou qui vont requérir aussi l'utilisation de machines, d'outils, ou même la présence d'autres personnes pour pouvoir réaliser des tâches. Et donc là, on va retrouver des métiers comme jardinier, plombier, boulanger, pompier, etc. On a ensuite un deuxième niveau qui est un niveau très important puisque c'est celui du télétravail partiel. Là, on va retrouver tous les métiers et les compétences dont l'indice de télétravail va osciller entre 20 et 80. Là, qu'est-ce qu'on va être capable de trouver comme type de compétences? On va trouver, par exemple, tout ce qui est de nature à prescrire des soins, à réaliser des études, des enquêtes, des examens, même protéger des individus, mais au travers de la cybersécurité. Et donc là, pour le coup, on va trouver des métiers du type sommelier, du type photographe, médecin ou encore juge. Et enfin, il y a une dernière catégorie que l'on a, qui est là le télétravail qui est quasi possible dans tous les cas, c'est-à-dire dont l'indice de télétravail est supérieur à 80. Là, on va trouver des blocs de compétences sur la capacité rédactionnelle, les capacités de communication, d'organisation, de réflexion. Et donc là, on va retrouver des métiers beaucoup plus corporate,
comme assistante marketing, comme écrivain, comme développeur d'applications mobiles, etc. Donc, on a du coup classé l'ensemble de ces compétences et de ces métiers sur ces 3 niveaux de faisabilité. Et le dernier point que j'ai évoqué est une bonne transition, c'est-à-dire que ce qu'on a remarqué, c'est que 80% des fonctions les plus usuelles en entreprise, c'est-à-dire les fonctions corporate essentiellement, à savoir les fonctions RH, les fonctions juridiques, les fonctions marketing, IT, etc., ont un indice de télétravail supérieur à 90%. Autrement dit, ce sont les candidats les plus idoines à ce mode de travail. Et enfin, ce qu'on a aussi regardé, c'est qu'il y a une corrélation qui est assez étroite entre, d'une part, l'indice de télétravail et d'autre part, la seniorité du poste. Autrement dit, plus votre niveau hiérarchique est élevé, plus vous êtes prompt à pouvoir exercer votre travail à distance. Pour vous donner quelques chiffres, tous les métiers dont le titre inclut directeur ou plus ont un indice de télétravail de 93%. Quand on descend d'un niveau, c'est-à-dire qu'on passe de directeur ou plus à manager ou responsable, on perd déjà 10 points, puisqu'on n'est plus qu'à 86%. Quand on descend encore d'un échelon, tous les métiers de coordinateur ou d'ingénierie, on va encore perdre 10 points, puisque là, on va être autour de 75%. Et enfin, tous les métiers d'opérateur ou de technicien, on va osciller entre 35 et 55%. Donc, il y a près de 60 points d'écart entre un opérateur et un directeur sur sa capacité à mobiliser ses compétences à distance. Et enfin, la dernière question qu'on a cherché à laquelle on a cherché à répondre, c'était de se dire si on regarde finalement le tissu industriel français et qu'on essaye de transposer cette analyse aux actifs français, on se rend compte que 62% aujourd'hui des personnes travaillant en France pourraient effectuer au moins une partie de leur travail à distance. Alors, est-ce que c'est important ou pas? C'est pas important, c'est considérable parce que on peut comparer ce chiffre notamment à une récente étude du ministère du Travail qui considère que seulement 30% des actifs en France peuvent effectuer une partie de leur travail à distance. Donc, il y a une marge de progression qui est énorme et cette marge de progression, on la voit aussi quand on se compare par rapport à nos concurrents internationaux où on accuse un retard très important par rapport aux États-Unis ou aux pays scandinaves sur cette pratique notamment. Donc, pourquoi est-ce qu'on a voulu, in fine, développer cette étude? Je le disais tout à l'heure, c'est dans notre capacité à accompagner, conseiller nos clients sur leur design organisationnel. Mais ce qui va beaucoup changer selon nous, c'est aussi dans la capacité des organisations à adapter leurs propositions de valeur à destination des collaborateurs. On vient de passer d'un mode où on était quand même beaucoup sur du présentiel à un mode très télétravail. Et il va falloir trouver une réponse appropriée pour pouvoir faire cohabiter ces deux mondes. Également, être capable de les conseiller pour que très rapidement, les organisations soient flexibles et s'adaptent vite aux situations de crise. Et enfin, de façon plus long terme, être capable de comprendre et designer leur organisation en fonction des rôles et de leur capacité à pouvoir être effectués à distance. Et donc, c'est vrai qu'on a été très nombreux à expérimenter ce télétravail. C'est un domaine qui démontre qu'on peut être encore plus nombreux. Encore une fois, il faut regarder les chiffres. On a l'impression que tout le monde a télétravaillé pendant cette période qu'on vient de vivre. Finalement, très peu de personnes ont télétravaillé, puisqu'on a été finalement que 25% à avoir recours au télétravail. Mais c'est vrai qu'on a dans cette idée que ça a été vraiment généralisé. Mais ce qui marque aussi, et nous on a une approche vraiment sur le prisme des compétences techniques, c'est aussi de regarder quels sont les ressorts comportementaux, quels sont les soft skills à mobiliser aussi dans le cadre du télétravail, puisqu'il y a une importance clé justement sur la mobilisation de ces soft skills. Et donc je pense que Gaëtan de Cogix peut nous en dire beaucoup plus à ce sujet. Merci Vincent pour la transition. Effectivement, de notre côté,
s'intéresse classiquement à l'approche comportementale du travail, cognitive et comportementale. Et sous cet angle-là, on a mené 2 actions fortes pendant le confinement. Tout d'abord, on fait partie des organisations, comme l'a mentionné Stéphanie, qui avons digitalisé un certain nombre de contenus. Et dès le 20 mars, on a lancé un module de formation autour des compétences comportementales pour s'adapter au télétravail prolongé. Et j'insiste sur le terme de prolongé, puisque la situation qu'on a vécue, outre le fait qu'il y avait l'école à la maison, mais en plus une situation de télétravail prolongé 5 jours par semaine pendant plusieurs semaines, c'est assez inédit et ça demande une réelle adaptation. Ce module, il a été utilisé, qui a été diffusé gratuitement par 8000 salariés, ce qui permettait, de notre côté, en tout cas, ça nous a permis de prendre la température du réel besoin qu'il y avait de la part des personnes en télétravail, justement, de comprendre quels rituels pouvaient être utiles et importants et devaient être mis en place assez rapidement au début de cette crise. Je reprends le terme de rituel qui avait été utilisé par Vincent à un moment, puisque pour nous, c'est vraiment cet angle-là. Enfin, cet angle est assez capital de savoir quels sont les rituels comportementaux qu'on doit mettre en place en fonction de son activité, de nos propres besoins, du contexte dans lequel on évolue. Et c'était l'objectif de la deuxième action qu'on a menée, c'était d'essayer de comprendre quels étaient les rituels comportementaux qu'avaient mis en place les salariés durant le télétravail et quel était le lien entre ces rituels, la situation qu'ils vivaient et le niveau de ressources cognitives et comportementales dont ils disposaient. Pour vous donner un petit exemple autour de ces rituels et de leur importance, d'un point de vue cognitif, Vincent nous citait le chiffre de 93%, je crois que c'était ça, des personnes en poste de direction qui avaient un index de télétravaillabilité extrêmement fort. On a également beaucoup de données de la littérature qui nous montrent que plus on monte en hiérarchie, plus on a une diminution naturelle de notre empathie. À force de porter notre attention sur des données non sociales, en fait, notre cerveau s'adapte et donc va petit à petit avoir de moins en moins l'habitude de les traiter automatiquement. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut parfaitement revenir en arrière, mais une fois qu'on prend conscience de ça, on va pouvoir justement, en tant que directeur, en tant que manager, y porter plus d'attention et mettre en place des rituels qui vont nous permettre justement de garder de l'empathie et de garder du lien social dans notre collectif. Donc on a essayé pendant cette crise de comprendre un petit peu quels étaient les tenants et les aboutissants de ce qui permettait aux salariés de préserver leurs ressources cognitives et sociales pendant le télétravail. Pour ce faire, et peut-être si Fabien, tu peux passer sur la diapositive suivante, merci. Pour ce faire, on est parti d'un constat simple qui est, simple et complexe à la fois. Simple lorsqu'on s'intéresse à la littérature en neurosciences, en sciences cognitives, c'est que nous dispositions de ressources cognitives et sociales qui sont limitées. À l'inverse des algorithmes, des outils d'intelligence artificielle, notre cerveau, lui, il a pris des millions d'années pour évoluer et devenir ce qu'il est aujourd'hui, et il dispose de ressources qui sont parfois extrêmement puissantes, mais aussi limitées. Et c'est tout l'angle sur lequel on essaie de sensibiliser les organisations, à savoir qu'on ne peut pas tout traiter autant d'informations qu'on voudrait de manière parfois dérégulée, sinon quoi, on va perdre en efficacité à court terme, mais il y a des réels enjeux à long terme de diminution de nos ressources, de perte d'efficacité et d'impact sur notre bien-être et même notre santé. Donc la première chose qu'on a souhaité faire, c'est évaluer le capital cognitif et social, c'est-à-dire les ressources cognitives et sociales dont disposaient les salariés. Pour cela, on s'est intéressé à 4 grandes ressources cognitives et sociales. La première est le niveau de charge mentale et émotionnelle. La charge mentale, c'est la capacité de notre cerveau à traiter des informations à un instant T en fonction des informations qu'il a déjà à traiter dans son cerveau. Lorsqu'on est face à des outils digitaux, ces informations sont extrêmement importantes. Lorsqu'on a un niveau d'anxiété plus fort, ce qui a pu être le cas naturellement pendant le confinement, de la même manière, ça va venir polluer un petit peu, ou en tout cas occuper de la place qui sera moins disponible pour l'activité qu'on a à faire. On s'est intéressé également au niveau d'engagement. Le niveau d'engagement en sciences cognitives, on l'interprète comme l'état de flow, entre guillemets, c'est-à-dire la capacité qu'on va avoir à se mobiliser dans une tâche sur un temps assez court et à ne plus voir le temps passer, à être uniquement focalisé sur cette activité et à ne pas faire attention au reste, notamment aux distractions de notre environnement. On s'est intéressé également au niveau de lassitude, dont toutes les données venaient nous indiquer, en tout cas nous permettre d'émettre l'hypothèse que ça allait avoir un impact très fort durant cette crise, notamment pour les personnes qui étaient en activité réduite.
Et enfin, un des facteurs clés également, en tout cas présupposé, c'était la notion de capital social. Par capital social, on entend vraiment le soutien dont disposent les individus, soutien à la fois de la part de leur père et également de la part de leur manager et de leur hiérarchie. On ne parle pas ici du capital social personnel, mais uniquement du capital social professionnel. Donc, à partir d'outils qui ont été validés scientifiquement, c'est-à-dire qu'on a été chercher dans la littérature et la méthodologie en sciences cognitives, on a été évaluer ces 4 ressources cognitives et sociales auprès des salariés. Ce que vous voyez présenté sur la droite, c'est les niveaux moyens sur chacun de ces critères. Les niveaux moyens, on a tendance à dire qu'ils sont informatifs, mais il faut y faire extrêmement attention, puisque ce que vous voyez également représenté par tous les points gris, c'est les données individuelles qu'on a obtenues auprès de 700 salariés sur la fin du confinement. Et ce qu'on voit notamment sur le niveau de charge mentale et émotionnelle, et également sur le reste, c'est qu'il y a une disparité extrêmement forte, il y a une dispersion des données qui est extrêmement forte. Ce que ça signifie, c'est que si on s'intéressait uniquement aux données moyennes, on se dirait que finalement, il y a une charge mentale et émotionnelle qui est assez moyenne, comme pour le reste, il n'y a pas tellement à s'en inquiéter. Si on va voir de façon un peu plus fine les données, on voit qu'il y a des personnes qui ont une charge mentale et émotionnelle extrêmement forte, et donc pour lesquelles il faut s'inquiéter en réalité de leur capacité à télétravailler, et d'autres pour lesquelles cette charge mentale et émotionnelle est extrêmement faible. Et derrière, on a essayé de voir sur ces différents types de populations quelles étaient les compétences comportementales nécessaires pour être efficaces dans la durée qu'ils avaient mobilisées durant cette crise. On s'est attaché à 3 grandes catégories de compétences, celles qui vont nous permettre d'être concentrés sur notre tâche, ce qui pour nous est un enjeu extrêmement fort, puisque lorsqu'on s'intéresse au rapport de l'individu au digital, on voit qu'on a des constantes attentionnelles qui sont extrêmement fortes. Et en réalité, c'est une réelle compétence que de savoir à certains moments se déconnecter du digital, avoir des objectifs clairs réalisables à court terme, pouvoir prendre des temps dédiés sur certaines tâches, pour pouvoir rester efficace et ne pas perdre, on va dire, gâcher inutilement nos ressources cognitives. Les deuxièmes compétences, c'était toutes les compétences liées à la collaboration. Et la dernière, c'était des compétences de régulation, d'autorégulation de ces rythmes de travail, puisque ça, la DARES nous alertait déjà là-dessus en 2019. Tous les cadres en télétravail, en tout cas, ça a été montré sur cette population, sont 2 fois plus nombreux à travailler tard le soir et à faire des semaines de plus de 50 heures. Et là aussi, c'est une réelle alerte sur le long terme. En réalité, Stéphanie parlait d'espace de travail, d'avoir des espaces dédiés. Il faut aussi avoir des espaces temporels dédiés au travail, sans quoi, et on le voit beaucoup plus en télétravail, le travail va prendre de plus en plus de place, on va avoir des temps de récupération de plus en plus faibles, et donc on va revenir plus fatigué, moins efficace le lundi au travail, mais aussi à long terme, ça va être des risques plus grands de burn-out et d'épuisement professionnel. Du coup, on a essayé de corréler, de voir comment étaient associées ces ressources à ces compétences comportementales. La première chose qu'on a observée, c'est qu'on a 3 catégories de populations, et notamment 2 populations très polarisées qui se présentaient devant nous. On a un tiers des télétravailleurs sur la fin du confinement qui présentaient un niveau de ressources cognitives et sociales qu'on a qualifié de favorable au télétravail ou au travail tout court, c'est-à-dire qu'ils avaient un niveau de charge mentale faible, un niveau d'engagement important, un niveau de capital social important et un engagement plutôt réduit. Ces télétravailleurs ont, chiffre assez intéressant, ont été 70% à mettre en place de nouveaux modes de travail. C'est-à-dire qu'ils ont été en capacité, dans la grande majorité, de s'adapter face à cette situation. Et à l'inverse, on a 23% des télétravailleurs qui, eux, présentaient un capital cognitif et social affaibli et qu'on qualifierait plutôt défavorable au télétravail. Et dans ce cas-là, ils n'ont été que 50%. Alors 50%, c'est quand même un chiffre important, mais il y a un télétravailleur sur 2 dans cette population qui n'a pas été en mesure de mettre en place des nouveaux comportements pour s'adapter face à cette crise. Je fais un petit pas de côté. Ces chiffres ne sont que des corrélations, ils ne montrent pas de lien de causalité. On est en train de mener d'autres études qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore aujourd'hui en mesure de savoir si c'est parce que ces personnes ont mis en place des nouveaux modes de travail qu'ils ont eu un capital social et cognitif plus important, ou si à l'inverse, ayant des ressources cognitives et sociales plus faibles, ils ont été moins en mesure de s'adapter. Donc là-dessus, il va falloir attendre encore un peu pour réduire cette incertitude et mieux comprendre ces résultats.
Ce que, par contre, on a pu tirer comme enseignement, c'est que ce faible niveau de ressources cognitives et sociales, il était associé à différents points d'alerte pour nous, à court terme, mais aussi à plus long terme, dans la construction des futurs modes de travail et dans la question de savoir dans quelle mesure et de quelle manière le télétravail va se mettre en place. Le premier point d'alerte, c'est qu'on a observé chez ces populations, chez toute la population, mais encore plus chez cette population de 23%, un niveau d'hyperconnexion au travail extrêmement important. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont été moins en mesure de se déconnecter durant la journée de travail pour se concentrer sur certains de leurs objectifs. Et je pense que là, on a une compétence qui va être clé dans le télétravail, c'est-à-dire qu'il faut, oui, il faut maintenir de la collaboration, oui, il faut maintenir du lien social et de l'échange avec ses pairs et avec ses hiérarchies, mais cette collaboration doit être restreinte à certains moments pour pouvoir travailler uniquement sur les objectifs qu'on a à faire de manière isolée. L'autre chose, c'est qu'on a vu des rythmes de travail excessifs, une capacité à déconnecter beaucoup plus faible le soir et le week-end. Et là, il y a un vrai point d'alerte. Ça n'a duré que 2 mois. Pour des personnes qui vont avoir ces rythmes pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, on a un risque extrêmement fort à la fois pour leur santé et de manière un peu plus cynique et productiviste pour leur engagement au travail. Puisqu'il y a des corrélations très fortes entre le taux d'engagement et l'épuisement professionnel après quelques années. Et la troisième chose qu'on a vue, c'est également une collaboration qui était altérée, en tout cas de manière perçue, chez ces populations de manière beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'ils sentaient un soutien de la part de leur équipe, des échanges entre pairs qui étaient plus faibles. Et la dernière chose qu'on a évaluée, pour conclure, c'est qu'on a demandé à ces salariés quelles étaient leurs attentes à la fin du confinement. La première attente qui ressortait dans toute la population était de revenir dans des conditions sécuritaires au travail. Donc là, c'est un enjeu qui nous concerne de moins en moins, et j'espère que ça va rester ainsi. Mais derrière, les autres attentes qui étaient exprimées par les collaborateurs étaient différentes en fonction du niveau de capital social et cognitif dont ces personnes disposaient. Les personnes qui avaient un capital cognitif et social fort ont souhaité maintenir le télétravail le plus longtemps possible. C'est ces personnes qui, je pense, aujourd'hui nous amènent à une forme de romantisation parfois du télétravail, où effectivement, ça permet d'être ultra efficace et donc il faut le pérenniser. Mais on a aussi ce quart de la population qui, eux, ont exprimé de manière beaucoup plus importante un besoin de revenir au bureau et de retrouver des relations informelles. Et je pense que là, on a un point clé dans le futur télétravail qui est de préserver et de voir comment maintenir ces relations informelles. On l'a, je pense, tous vu, on a été très, très, très efficace pour faire des réunions en télétravail, c'est-à-dire pour avoir sur un temps donné des objectifs qui vont être partagés dans l'équipe. Par contre, et Stéphanie le disait tout à l'heure, le petit déjeuner du matin, cette discussion informelle à la sortie de la réunion qui va nous permettre de créer du lien social, mais aussi d'être plus créatif et plus engagé dans notre activité. Là, on a un vrai enjeu pour demain à essayer de comprendre comment le construire, comment le préserver pour des populations qui seront en télétravail, d'autres qui seront sur site. Donc, il y a une hybridation des modes de travail qui va être clé. Et je pense qu'elle va l'être encore plus pour ces populations. En tout cas, c'est ce que ces données nous indiquent, c'est-à-dire ce quart de la population qui, pour diverses raisons qu'on va encore essayer de disséquer aujourd'hui, n'a pas été en mesure, n'a pas pu vivre de façon optimale cette situation. Et là-dessus, je pense que je vais laisser rendre la main à Stéphanie justement pour voir comment ces questions sont posées chez vous. Donc oui, en effet, beaucoup des éléments que tu cites sont des éléments à la fois d'attention et de vigilance pour nous. Alors, peut-être rapidement pour vous indiquer comment on a fonctionné, on a d'abord commencé par faire une enquête auprès de nos collaborateurs pour à la fois bénéficier du retour d'expérience de ce qu'ils avaient vécu, de ce qu'ils avaient bien vécu, de ce qu'ils avaient moins bien vécu, mais aussi anticiper sur leurs besoins. Alors, si on commence par le retour d'expérience, en majeur, on peut dire qu'on a plutôt un bon retour. Ils sont quasiment 80% à nous dire que pour eux, le télétravail s'est passé dans de bonnes conditions et leur a permis d'être relativement productifs, on y reviendra. Alors évidemment, ce qui leur a manqué,
J'en ai cité 3 qui sont les 3 principaux éléments qui reviennent. Le premier sont les interactions sociales, on vient d'en parler. Comment éviter que les journées soient une longue série de réunions sans aucun moment d'échange plus informel, qui peut être des petits déjeuners, des cafés ou autres types d'interactions. Le deuxième, tu en as parlé, c'est très important, c'est la déconnexion. Il y a un réel problème de déconnexion. Tous nos collaborateurs l'ont mentionné. Il y a une vraie difficulté quand on est en télétravail à couper. Donc, il y a une quantité d'heures travaillées qui est plus importante, qui est une source de vigilance énorme. Et enfin, le dernier point, c'est la motivation. Je pense que dans le temps, on l'a vu là, ça a été un temps court qui était défini. S'installer de façon durable dans une organisation en télétravail va poser de vraies questions en termes de motivation. Donc ça, c'était pour la partie retour d'expérience. Donc on le voit, le retour était plutôt favorable. Si maintenant on regarde les besoins, on les a interrogés sur leurs souhaits d'organisation du travail et ils sont plus de 80% à nous dire vouloir travailler en télétravail, alors soit de façon occasionnelle, soit 1 à 2 jours par semaine, soit 3 à 4 jours par semaine, soit carrément en télétravail complet. Le télétravail complet, ils sont à peu près 20% à déclarer vouloir être complètement en télétravail. Les 2 à 3 jours, c'est quasiment la moitié de nos collaborateurs qui ont répondu à cette enquête. Donc, on le voit, il y a un gros besoin. Les principaux bénéfices qui sont mentionnés, il y en a essentiellement 3. Le premier, qui vient largement en tête, c'est de ne pas perdre ce temps en fait, de transport. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une grande majorité de nos collaborateurs qui sont à Paris, en région parisienne. Donc, les temps de transport sont importants. Le deuxième, c'est la flexibilité que ça peut leur apporter en termes d'organisation de leur vie. Et le troisième, c'est la possibilité d'être plus focus, de mieux se concentrer. Les points de vigilance qu'ils nous ont mentionnés sont de 3 ordres. Et ils sont dans cet ordre-là. Hein. Le premier, c'est l'aspect collaboration et communication. C'est comment j'établis une capacité à travailler en collaboration avec mes collègues et de pouvoir maintenir une communication efficace avec eux. Le deuxième, c'est la solitude. Il y a une peur de l'isolement et une peur d'être isolé dans son travail, dans sa pratique professionnelle. Et le troisième, c'est la déconnexion qui revient comme un point de vigilance important. Donc, à partir de là, ce que nous sommes en train de faire, on est vraiment en plein dedans. Hein, donc, on n'a pas encore de vérité du tout. Et puis, même quand on aura quelque chose, on va apprendre en marchant beaucoup. Mais en fait, on voit bien qu'il y a par rapport à ça 3 profils possibles. Hein. Il y a évidemment ceux qui seront plutôt majoritairement présents au bureau. Il y a une deuxième population qui est un peu plus hybride et qui alternera entre du présentiel et du télétravail, et une troisième qui sera beaucoup plus engagée sur du télétravail. Donc, on est en train d'identifier un peu les typologies de ces trois profils possibles et à partir de là, établir différents scénarios d'organisation du travail. Ce qu'on souhaite, c'est avoir des scénarios un peu tranchés qui permettent d'établir une organisation très claire du travail et d'établir les conditions de succès qui pourront faire de cette organisation quelque chose qui fonctionne pour tout le monde. Donc évidemment, ça recouvre beaucoup d'aspects très, très basiques, hein, de process sur cette organisation, de budget, parce qu'évidemment, il faut qu'on accompagne tout le monde là-dedans, notamment sur ce que j'ai appelé le IT setup, c'est les éléments techniques. Comment on va accueillir des nouveaux collaborateurs, comment on va organiser nos bureaux, parce qu'évidemment, ça va remettre en cause notre organisation actuelle. Donc, on est en train de considérer nos différents scénarios à l'aune de ces différents aspects pour évaluer tout ce qui sera nécessaire pour que ça fonctionne. Mais au-delà de ça, on est en train de définir toutes les conditions de succès. J'en ai listé quelques-unes, mais j'ai conclu par etc. parce qu'elles sont nombreuses et on n'a pas fini de les identifier. Mais j'en ai un peu parlé tout à l'heure, la culture de l'écrit, le fait de documenter le plus possible le travail, les process de travail, ce que chacun fait, comment il le fait, nous semble quelque chose d'extrêmement important pour que ça puisse, pour qu'un télétravail même partiel puisse fonctionner. Le deuxième, c'est toute la partie management, gestion de la performance, gestion du développement des collaborateurs, comment accompagner tout ça en étant
partiellement ou totalement à distance, évidemment, change complètement les choses. Donc, on est en train de définir quels vont être dans ce domaine-là les facteurs clés de succès. Le troisième, c'est tout ce qui tourne autour de l'interaction sociale, de la culture et de l'engagement de nos collaborateurs. Ça n'est pas pareil d'être en télétravail pour 3 mois que d'être durablement en télétravail. Que deviennent nos rituels, les rituels des équipes, les rituels de Blablacar? Est-ce qu'on les maintient? Est-ce qu'on les modifie? Est-ce qu'on en crée des nouveaux? Et enfin, la communication interne qui est très importante. Comment ne pas se perdre dans les différents outils de communication? Pendant le télétravail du Q2 là, 2020, on avait fait tout un document là-dessus. Quels sont les bons canaux de communication? Et comment éviter que nos collaborateurs se perdent là-dedans et comment les utiliser efficacement pour maintenir le lien. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et enfin, l'organisation du travail. Il y a des gens qui vont vouloir travailler de façon un peu asynchrone par rapport à des rythmes plus classiques de bureau. D'autres qui seront, eux, dans un rythme synchrone. Et donc, comment on fait cohabiter ces populations-là et comment on s'assure, c'est dans cette catégorie-là qu'on va s'assurer aussi du sujet de la déconnexion, qui est un sujet important. Voilà. Donc, on est en plein en train de définir tout ça. On n'a pas fini du tout. Notre objectif est de pouvoir apporter une réponse à nos collaborateurs qui sont en attente par rapport à ça à la rentrée. Pour l'instant, nos collaborateurs sont encore en télétravail. On ouvre nos bureaux là, sur ce mois de juillet, pour une partie d'entre eux, avec une possibilité de s'inscrire. Mais on est encore dans quelque chose de très restreint, mais on prévoit de réouvrir complètement nos bureaux à partir de la rentrée, et auquel cas, il faudra qu'on arrive avec une réponse claire sur ce qu'on propose en termes d'organisation du travail, incluant ces scénarios de télétravail. Voilà. Merci Stéphanie pour ce retour d'expérience et puis ces quelques pistes aussi qui permettent, je pense, à chacun de se projeter, parce que parmi tous les participants qui sont de l'autre côté de leur ordinateur, je pense qu'ils sont concernés à différents niveaux par les mêmes choses dans leurs organisations. Donc on a reçu quelques questions, et donc merci à tous les trois du coup de vos interventions respectives. C'est le moment du coup de prendre quelques questions. Donc sur le format, vous avez été un certain nombre à poser des questions sur le chat ou dans le module des questions-réponses. Certains ont envoyé uniquement aux conférenciers et d'autres à l'ensemble. N'hésitez pas à envoyer à l'ensemble, comme ça moi, tout le monde pourra voir les questions qui sont posées. Donc n'hésitez pas, on va continuer à prendre les questions au fur et à mesure. Effectivement, si jamais, comme on avait prévu de terminer à midi, si jamais à midi vous avez d'autres contraintes, n'hésitez pas à vous déconnecter. De toute façon, l'ensemble a été enregistré et vous sera diffusé. Vous pourrez du coup relayer à vos équipes. Alors, je vais prendre les questions par ordre, elles ont été posées. Alors, certaines, n'hésitez pas à dire je vous réponds par mail, vous envoie un document, etc. si la réponse est trop longue. Une question, bonjour, est-il possible, donc de Véronique de ADECO, est-il possible d'avoir le top 20 des métiers sur les 3 catégories de télétravail? Peut-être plutôt pour toi, Vincent. Ouais, tout à fait. Enfin, c'est surtout que l'étude est publiée, donc vous pouvez avoir l'étude directement accessible sur notre site internet, donc boost, b2ost.rs. Et dedans, vous aurez notamment une vraie coloration pour chacune des catégories sur les typologies de métiers que vous pourrez retrouver. Et justement, on accompagne aussi nos clients pour faire tourner nos algorithmes et donc leur montrer comment ça se décline au travers de leurs organisations. Et donc cette étude, le lien va vous être rappelé dans les commentaires, vous pourrez la consulter. Merci Vincent. Une autre question qui concernait du coup plutôt Gaëtan sur l'échantillon des salariés. Est-ce que l'échantillon de 700 est représentatif de l'ensemble de la population qui a travaillé pendant le confinement? Alors, on a fait le choix de ne pas restreindre au début en sélectionnant différents profils pour améliorer la significativité des résultats. Il est représentatif, on a une bonne représentativité en âge et en sexe. Par contre, on a une surreprésentation des managers. Je n'ai plus les chiffres précis en tête. Et de la même manière, l'étude avec tous les chiffres sont disponibles sur le site. Et donc là, on est en train Ce qui était intéressant, par contre, c'est qu'on n'a pas vu de différence significative sur toutes nos analyses entre la population de managers et le reste de la population, les collaborateurs, collaboratrices.
et même les dirigeants. C'est une question qu'on a voulu adresser. C'est des recherches qui sont toujours en cours dans une deuxième étude, là qu'on est en train de conclure en termes d'acquisition de données, avec un focus sur l'angle de l'autonomie et du rapport entre le manager et le collaborateur. Donc, j'espère d'ici quelques semaines pouvoir vous donner plus d'informations là-dessus. Mais en tout cas, en termes d'âge et de sexe, elle était représentative, un peu moins, et il y avait une surreprésentativité des managers. Merci Gaëtan. Donc une question pour Stéphanie, à laquelle tu as déjà commencé à répondre. Donc effectivement, est-ce que toute votre population était éligible au télétravail et quelle était-elle? Donc ça, tu as répondu en partie. Est-ce que le télétravail était déjà entré dans les modes de fonctionnement avant le confinement? Alors oui, on avait déjà des propositions de télétravail qui existaient. On a plus de la moitié de nos collaborateurs qui avaient déjà télétravaillé sous une forme ou une autre, que ce soit de façon occasionnelle ou pour certains, en étant déjà en full télétravail. Donc c'était pas, on peut pas dire que c'était généralisé, mais en tout cas c'était quelque chose qui existait dans notre culture et qui était possible et qui avait déjà été testé par une part non négligeable de nos collaborateurs. Merci. Du coup, une deuxième question qui te concerne aussi. Est-ce que les scénarios sont imposés par type de population ou seront laissés au libre choix des collaborateurs? Alors, on a plusieurs scénarios actuellement à l'étude. Une fois qu'on aura établi un scénario, c'est le scénario qui sera proposé à l'ensemble des collaborateurs, mais à l'intérieur de ce scénario, il y aura plusieurs formats de télétravail possibles qui, eux, seront au libre choix, évidemment, de chacun en fonction de son profil. Par contre, notre objectif, c'est que chacun puisse se positionner sur un profil donné et qu'une fois qu'il s'est positionné sur ce profil, ensuite, il dure dans le temps, évidemment, sauf changement de situation personnelle, parce que la vie est faite d'aléas. Un changement de métier au sein de l'entreprise pourrait amener aussi à reconsidérer sur sa propre organisation. Mais en tout cas, notre objectif, c'est d'être dans un mix, d'établir des scénarios qui seront ceux que nous aurons choisis, qui nous sembleront le plus adaptés, tout en laissant à l'intérieur de ça la possibilité pour le collaborateur de se positionner sur ce qui est le plus optimal pour lui. Merci. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser des questions. On les prend au fur et à mesure, on les traite quand on les reçoit. Une question pour toi plutôt, Vincent. Vos clients travaillent-ils déjà sur le sujet? Et je pense une question importante, que font-ils de vos données? Alors, on a effectivement, c'est un sujet qui devient d'importance. On travaille effectivement avec un client pour l'instant sur la capacité à faire tourner cet algorithme pour comprendre justement quelles sont les populations qui sont les plus promptes à pouvoir télétravailler, et pour celles qui le seraient moins, comment identifier aussi les tâches qui peuvent être faites à distance, pour justement essayer de proposer quand même des alternatives même aux métiers qu'on soupçonnerait les moins. Et puis on a aussi en ce moment une discussion avec une société, notamment le département immobilier de cette société, pour voir quel serait l'impact sur les bureaux et sur la gestion des mètres carrés si tout ou partie de leurs collaborateurs venaient à télétravailler. Merci Vincent. Effectivement, c'est une bonne transition parce que ce sujet de l'immobilier fera l'objet d'un prochain webinaire qu'on adressera à la rentrée avec nos homologues de l'incubateur dédié à l'immobilier. Donc, si ça vous intéresse, on pourra vous remettre dans la boucle. Une question, alors du coup, une question qui n'est pas forcément ciblée. Avez-vous prévu des formations pour les managers ou collaborateurs? Et est-ce que des formations sont prévues? Peut-être Stéphanie, de ton côté. Oui, absolument. Nous avons déjà identifié un besoin pour accompagner nos managers sur un modèle de management que nous venons de définir. On a d'ailleurs fait ça de façon très inclusive et collaborative avec nos managers pendant le confinement. Et on a donc prévu, en effet, d'avoir une partie de cette formation, donc des modules qui soient intégralement dédiés à comment accompagner au mieux une situation de télétravail. Comme je l'ai évoqué, ça recouvrira plusieurs aspects très importants qui sont comment continuer à fédérer le collectif de l'équipe, comment travailler la performance de façon efficace, comment continuer à travailler le développement des collaborateurs, comment animer
cette vie d'équipe et de travail en étant à distance et avec une organisation un peu revisitée. Donc oui, on a prévu, absolument, et ça me semble absolument essentiel et un facteur clé de succès majeur. Dans les formations, on s'est aussi parlé des collaborateurs et de l'aspect de déconnexion. C'est aussi un point de vigilance important qu'on aura. Il existe des formations sur la gestion du temps qu'il faudra sans doute adapter aux besoins particuliers du télétravail, mais ça fait aussi partie des sujets qu'on a identifiés comme étant nécessaires pour accompagner ce mouvement. Et je vois la question arriver, e-learning ou présentiel, ça sera… en fait, c'est une très bonne question. En majeur, en e-learning, maintenant, sur la partie formation manager, un des bénéfices de ces formations manager quand on le fait en présentiel, c'est de créer du lien entre les formés et de créer la communauté aussi de managers. Et ça fait partie des choses qu'on aimerait pouvoir, quand on le pourra, faire en présentiel en partie. Merci pour ce complément. Du coup, j'ai deux questions pour toi, Vincent. Une première qui concerne en gros, un complément dans la réponse précédente. Combien de temps ça prend pour un de nos clients pour effectuer ce diagnostic? On rappelle, diagnostic de faire passer votre algorithme pour identifier les métiers télétravaillables. On va être entre 3 à 6 semaines. Et ça va dépendre vraiment de la volumétrie des métiers à regarder. Mais voilà, ça va osciller sur cette période de temps. Donc, c'est très rapide. Merci. Et du coup, deuxième question qui est plutôt liée à l'étude que vous avez menée. Donc, quelle est la part des actifs dans le secteur tertiaire qui pourraient télétravailler? Alors, je ne sais pas si tu pourrais répondre à ça. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en France, la part du tertiaire est surreprésentée puisque c'est quasiment 80% des actifs en France qui sont dans le secteur tertiaire, mais qui va recouvrir une diversité assez importante de métiers. Donc, encore une fois, on n'a pas été regardé spécifiquement sur ce secteur tertiaire, mais puisqu'il couvre 80%, il faut voir que du coup, nos chiffres peuvent être applicables aussi à plus spécifiquement à cette industrie. Donc, on va être à un gros 2/3 des employés qui peuvent, de ce secteur, qui vont pouvoir télétravailler. Et encore une fois, ça va s'expliquer par 3 phénomènes. Le premier, c'est que la moitié des compétences professionnelles, tous métiers confondus, peuvent être mobilisées à distance. La deuxième, c'est que 80% des métiers les plus usuels en entreprise, et donc là, a fortiori plutôt des métiers du secteur tertiaire, vont mobiliser plus de 90% de leurs compétences en télétravail. Et la dernière, c'est qu'encore une fois, vous pourrez le voir au travers de l'étude, il y a infiniment plus de métiers qu'on ne le croit qui peuvent être réalisés à distance. Donc encore, ce que l'étude montre, c'est pas de dire de façon binaire, vous pouvez ou vous ne pouvez pas télétravailler, c'est d'indiquer jusqu'à quel niveau vous pouvez théoriquement exercer votre métier à distance. Merci Vincent. Donc, on a fait le tour des questions qui ont été posées dans les différents canaux. Je vous invite à poser les dernières questions si vous en avez encore quelques-unes. Sinon, il va être temps pour nous de nous laisser. N'hésitez pas, si vous n'avez pas de questions et que vous avez des sujets que vous voudriez voir abordés plus tard en lien avec ces thématiques qui ont été abordées ce matin. Voilà, on prend et puis on pourra effectivement organiser d'autres interventions sur ce sujet. Écoutez, s'il n'y a plus d'intervention, je vais remercier l'ensemble des participants qui ont donné du temps pour ce webinaire sur le télétravail. Peut-être chacun de vous avait un petit mot pour conclure et pour vous donner rendez-vous aux différents participants sur vos différentes activités respectives. Stéphanie, peut-être pour un petit mot de la fin de ton côté? Oui, écoutez, je voudrais vous remercier de nous avoir donné l'opportunité de partager ça parce que je pense que c'est au cœur des préoccupations en ce moment de toutes les parties prenantes des entreprises, que ce soit les collaborateurs, les managers ou les équipes RH. Donc, merci de nous donner l'opportunité de faire ces partages et puis on peut se donner rendez-vous à la rentrée une fois que nous, de notre côté, on aura avancé peut-être pour repartager là où on en sera à ce moment-là. Merci. Gaëtan, peut-être? Je me rejoins en remerciement de Stéphanie
Rhizome et à vous toutes et tous pour avoir échangé et surtout partagé nos points de vue entre l'approche technique, l'approche comportementale et le terrain représenté par Stéphanie, les réflexions qui sont en cours chez Blablacar. Et de notre côté, nous, on continue. On a lancé là une nouvelle étude sur les modes de reprise d'activité. On en fera peut-être une également en septembre, une fois que, sauf s'il y a une deuxième vague, mais une fois que les choses sont revenues un peu à la normale. Donc je pense que c'est vraiment une réflexion qui est en cours et qui va continuer dans les mois à venir. Donc je ne doute pas qu'il y aura d'autres échanges intéressants à ce sujet. Merci Gaëtan et Vincent, mot de la fin. Je me joins également à tout ce concert de remerciements. J'ai pris beaucoup de plaisir à être avec vous aujourd'hui. Et moi, je suis particulièrement enthousiaste, non seulement à titre perso, mais aussi de façon plus large, d'un point de vue sociétal, de cette évolution. Je pense qu'on a fait plus de progrès sur les 3 derniers mois que sur les 10 dernières années. Et j'espère qu'on va tous collectivement capitaliser sur les acquis en essayant d'avoir l'approche, bien sûr, la plus balancée possible, mais c'est quand même assez rare de pouvoir participer à une telle transformation. Et donc, je trouve ça vraiment enthousiasmant. Merci à tous les trois. Et donc, effectivement, je rappelle que tout a été enregistré, que le webinaire sera réécoutable et qu'on vous enverra le lien pour que vous puissiez le faire. Et on vous enverra également d'autres contenus si vous le souhaitez autour de ces thématiques. Merci beaucoup pour votre temps et à bientôt. Merci.